Salutations, c'est le monteur et réalisateur de la chaîne qui vous parle. Je tenais à vous annoncer que depuis peu, je possède une chaîne de récits horrifiques et autres fictions audio. La table du Chapelier Fou. Je vous invite à la découvrir en cliquant sur ce lien ou dans la description. À bientôt. Alors que la nuit venait de prendre son tour de garde, une pluie tonitruante s'était mise à frapper les rues désertes du Vieux-Londres. Entre les larmes de Dieu qui s'écrasaient sur le parvis des trottoirs et le vent du diable qui hurlait son mécontentement, il était assez aisé de discerner même à travers tout ce boucan naturel des bruits de pas qui semblaient provenir d'une rue étranglée et dépourvue d'éclairage. On pouvait les entendre claquer contre le sol humide, tels des coups de marteau sur l'enclume. Vêtue d'une jolie paire de chaussures cirées et d'un long manteau noir à capuche, une imposante silhouette déambulait sous cet orage impétueux. Elle traversa nombre de venelles et de coupe-gorge, avant d'atteindre les grilles verrouillées d'un vieux portail, celle entre autres du cimetière londonien. L'inconnu avait alors sorti de l'une de ses poches un trousseau de clés, et au moment où il fit jouer l'une d'entre elles dans le mécanisme de la serrure, un éclair assourdissant vint à déchirer tout le crépuscule. Comme si la foudre nous avertissait d'un mauvais présage. Une fois les portes ouvertes, il s'était engouffré expressivement à l'intérieur, n'oubliant pas de les refermer derrière lui à double tour. Le cimetière en question était plongé dans une obscurité glaciale. Une brume épaisse aux allures menaçantes avait enveloppé toutes les sépultures. Seul un croissant de lune, grignoté par de sombres roulis de nuages, venait éclairer ses pas à travers le dédale de tombes. Cependant, l'obscurité ambiante n'avait pas l'air de le déranger, et il sut parfaitement s'orienter dans ces ténèbres. Il progressa sur plusieurs mètres pour s'immobiliser enfin devant une pierre tombale d'un style pittoresque, sur laquelle il était gravé des chiffres et des lettres, ainsi que des symboles incompréhensibles. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui, afin de vérifier que personne ne s'était dissimulé dans les parages. Puis il se hâta d'une main gantée, de presser avec son index l'un des nombreux chiffres romains inscrits sur l'épitaphe de la tombe. De là, le bloc de pierre avait glissé sur le côté, provoquant un bruit sourd de tremblement, dévoilant les marches d'un petit escalier en spirale qui semblait mener vers les entrailles d'une crypte. Il descendit jusqu'en bas du palier pour abaisser une manette de commande, encastrée dans une alcôve murale. Au-dessus de sa tête, la pierre tombale se mit alors à gronder de nouveau pour retourner vers son emplacement d'origine. Avant de s'enfoncer dans ses profondeurs, il avait saisi une des torches qui éclairait les lieux. Il traversa ensuite un labyrinthe aux multitudes de chemins étroits qui le menèrent devant l'entrée d'une salle médiévale, aux dimensions exagérées. Deux individus masqués en bloquaient l'accès. Devant eux, il déposa sa source de lumière dans un reposoir, puis il plongea sa main sous sa redingote pour y sortir un masque qui correspondait à celui d'un rongeur. Il se couvrit la tête et les deux gardiens l'invitèrent à entrer. Tous les initiés étaient déjà là, 13 au total, en comptant sa présence et celle du grand maître. Ils étaient assis et agencés en demi-cercle, à leurs places respectives, autour d'une moitié de table en pierre sculptée. Chaque adepte avait un calice en argent disposé devant eux. Le grand maître de cérémonie était quant à lui confortablement installé sur son précieux trône, aménagé au beau milieu de la table et des convives. Ce détail avait pour but d'attribuer au chef de la confrérie une position dominante envers le reste du groupe. Tout le monde devait alors lever le museau pour l'observer. Comme d'habitude, il supportait sur ses genoux deux enfants travestis comme de jeunes corbeaux. Quelque peu gêné, le retardataire s'était excusé promptement, avant d'aller s'asseoir à sa place habituelle. Entre un homme masqué comme un poisson joufflu et un individu dissimulé sous les traits d'une hyène, tandis que le grand maître l'avait fixé avec de grands yeux sombres. À travers son faciès de renard qui couvrait sa véritable apparence, on pouvait discerner malgré tout un regard perçant et maléfique. « Bien, maintenant que nous sommes au complet, nous allons pouvoir commencer. » Des notes de musique qui provenaient d'un orgue suscitèrent des échos dans toute la salle. Ceci annonçait le début de la réunion. « Très chers adeptes, comme chaque trimestre, nous nous réunissons en ces lieux
afin d'évaluer et de valider ensemble vos nouvelles compétences. » Tous l'écoutèrent avec attention. « La dernière fois que nous nous sommes vus, il était question de transformation corporelle, dont l'unique but était d'accéder au pouvoir de la lycanthropie. Cependant, j'ai ouï dire que peu d'entre vous avaient réussi cette épreuve. » Toutes les têtes masquées se jetèrent mutuellement des regards d'inquiétude. « Frère Geppetto ?» s'adressa-t-il au dernier arrivant, en le pointant vulgairement du doigt. « Vous êtes le dernier à nous avoir rejoints ce soir. Vous serez donc le premier à nous rendre des comptes. Avez-vous, oui ou non, réussi le niveau du lycanthrope ?» L'homme au masque de rat leva promptement sa truffe dans sa direction. Frère Geppetto avait dégluti et s'était éclairci nerveusement la gorge, avant de prendre la parole. « Toutes mes excuses, grand maître, mais il me semble que j'ai échoué dans cette épreuve. » Son interlocuteur avança son museau de canidé vers le bec d'un des petits, qui se trouvait sur ses genoux. L'enfant se mit alors à lui chuchoter dans le creux de l'oreille. Le grand maître écoutait attentivement, acquiesça, puis s'adressa de nouveau à son élève. « Et pourquoi pensez-vous avoir échoué, frère Geppetto? Faites-nous donc part de votre ressenti, voulez-vous? » J'ai ma foi bien réussi non sans mal l'étape de la métamorphose. Cependant, je n'ai pas su respecter les délais de transformation. Le renard pencha sa tête sur le côté, comme s'il s'adressait à un enfant. « Dites-nous en plus. » Il nous était stipulé dans le manuel initiatique qu'il fallait tenir toute une nuit sous la forme d'un lycan pour valider conformément cette magie. Pour ma part, je n'ai pas pu conserver cette apparence plus de 3 heures. Voilà pourquoi je pense avoir échoué. En effet, c'est très fâcheux, frère Geppetto. Très fâcheux. Mais comment un homme aussi consciencieux que vous a-t-il pu commettre une telle erreur? Il y avait au fond de cette remarque un soupçon de moquerie. Le sang d'un être humain aurait bien suffi à garder mon apparence plus longtemps. Mais j'ai fait le mauvais choix de me rendre en pleine forêt pour me transformer. Je me suis donc retrouvé à court de victimes. Voilà la raison de mon échec. Sur mon trajet, je me souviens m'être délecté d'un jeune chevreuil. Mais ce fut hélas insuffisant. Tentait-il de se justifier. Le chef de la confrérie s'était penché à nouveau vers un des becs pointus, qui dépendait du second enfant, pour y recueillir un nouveau message. Après s'en être acquis, il s'était redressé sur son dossier, afin de paraître plus droit devant la cour. Délicatement, il déposa ses mains sur les 2 crânes de plumes, qui lui servaient notamment d'accoudoir. « D'après mes informations, il semblerait que votre mémoire vous ferait défaut. » Et pourtant c'est la vérité, grand maître. Jamais je n'oserais mentir au sein de notre loge. « Alors, laissez-moi donc vous rafraîchir la mémoire. Tout d'abord, vous avez tenu bien plus longtemps que vous ne le pensez, sous la forme d'un lycan. » Mais je ne comprends pas. S'étonna celui-ci. « Il est assez fréquent lors des premières transformations d'avoir quelques inconvénients, tels que des amnésies. Pour votre part, vous êtes resté 2 jours dans votre forêt, et vous avez laissé derrière vous les morceaux d'une dizaine de cadavres. Vous êtes donc légitime, cela va de soi, pour accéder au prochain degré. » Le grand maître se mit à pianoter avec ses doigts les petits crânes. Un sourire en coin se devinait sous ses traits factices. Sous son masque, frère Geppetto dégoulinait quant à lui de sueur. Mais soulagé par cette nouvelle, il s'était levé de son siège pour le remercier allègrement. Il put traduire ensuite dans les regards d'un certain nombre de ses camarades occultistes comme une pointe de jalousie. « Ceci dit, il n'est point question de vous reposer sur vos lauriers. Il faut vous concentrer plus attentivement, afin d'avoir le contrôle total de ce pouvoir. Si vous avez encore l'envie et la conviction de progresser sur cette voie, bien sûr. Pensez-y lors de vos prochaines expériences. » J'entends vos paroles, maître suprême. Pour clore cet interlude, le maître de cérémonie opina du chef, puis il s'intéressa postérieurement au reste du groupe. À la fin de son tour de table, il ne restait plus que 4 participants. Les autres ayant apparemment échoué, s'étaient retirés vers la sortie en courbant l'échine. C'est alors que 2 individus, maudits par Dame Nature, entrèrent dans la salle et se mirent à distribuer aux protagonistes restants de vieux parchemins, dont frère Geppetto en faisait partie. Un sceau avec la lettre L venait sceller le document. Sur la première page, dans un français impeccable, il était écrit « Guide du transfert d'entité ». Comme vous l'aurez sans doute deviné, le degré suivant consiste à déposséder l'âme d'un enfant, puis de parvenir à la transférer dans un automate, qui devra être fabriqué par vos soins. Vous serez donc prié d'emporter avec vous, lors de notre prochaine rencontre, le fruit de votre création. Nous participerons ensuite à un vote pour sélectionner le meilleur des spécimens.
Le gagnant se verra ainsi gratifié d'une jolie récompense, et son œuvre chimérique sera quant à elle conservée dans la salle des trésors. À présent, très chers confrères, notre réunion touche à sa fin. La confrérie compte sur vos compétences acquises pour ne pas échouer dans cette nouvelle épreuve. Sur ces derniers mots, je vous souhaite bonne fortune, et que Lucifer puisse vous accompagner et vous couronner de succès. Maintenant, levez vos verres. Les 4 disciples s'étaient saisis de leurs calices respectifs, pour en vider d'une traite le contenu. Du sang brun coagulé. Clara Lucifer, avait prononcé fièrement le grand maître, tout en caressant le duvet plumeux des petits crânes. Les adeptes répétèrent ces mots en même temps, tandis que frère Geppetto put alors discerner à travers les pupilles de leur chef une morne étincelle, visible et pernicieuse. Les jours qui précédèrent l'agrégation, le vieux Geppetto n'avait pas perdu de temps pour s'atteler à la première tâche de son programme, qui consistait à fabriquer un genre de petite marionnette. Il lui fallait donc récupérer tout le matériel et les outils nécessaires pour la concevoir. Des bûches en bois, de bouleaux de préférence, pour la structure du corps, des pièces de tissu rectangulaires et un lot de pelotes de laine pour le façonnage de la peau et la conception des vêtements. Sans oublier bien sûr de la paille et du coton de qualité pour le rembourrage. Il fallait également des perles noires ou bien des boutons ronds pour réaliser la forme des yeux. Des teintes différentes aussi de peinture accompagnées de pinceaux étaient recommandées, ainsi que des rubans et de la colle pour peaufiner et fixer tout l'ensemble. Chargé comme une véritable mule, il avait déposé tout le matériel dans son atelier, dans lequel il s'était provisoirement installé. La manufacture en question était située dans sa propriété, à quelques pas de sa demeure. Les jours suivants, on pouvait entendre des coups de marteau et toutes sortes de bruits désagréables à l'intérieur de l'office, jusqu'à parfois très tard dans la nuit. Les employés de frère Geppetto, majordome et serviteurs, s'interrogèrent quant à eux sur les causes réelles de ce vacarme. Mais bien trop craints pour être questionnés directement, ils n'avaient pas eu besoin de s'expliquer sur ces tapages nocturnes. En effet, ils en avaient tous une peur bleue. Cependant, leur crainte avait fini par s'estomper, alors qu'une nuit l'atelier était redevenu aussi calme qu'auparavant. Frère Geppetto venait de terminer sa marionnette, créée à partir du portrait de son fils, qui avait environ 4 ans sur le tableau. Descendant d'ailleurs avec qui il n'avait plus aucun contact, et cela depuis fort longtemps. Le pantin désarticulé affichait une allure enfantine et un semblant d'innocence. Il était attifé de jolies boucles d'or, et d'un grand regard bleu aussi profond que l'océan, identique à ceux du garçon illustré. Ses vêtements étaient également conçus à son image. Une chemise jaune sur les épaules et une salopette rouge en guise de pantalon, pour terminer par une paire de sabots en bois verni, afin de couvrir ses petits pieds de coton. À bout de bras, il tenait l'automate au-dessus de lui, comme un trophée gagnant. À l'extérieur, le tonnerre s'était mis à gronder. Rempli d'une forme d'allégresse, il avait étreint son œuvre contre sa poitrine, pour finalement s'endormir avec elle à même le sol. Dès le lendemain, alors qu'il était fort satisfait de son travail, il prit la décision d'appliquer immédiatement la seconde étape du manuel, qui consistait notamment à enlever un enfant. Un fiacre de très bonne facture venait de s'immobiliser au beau milieu de la nuit, dans le quartier défavorisé de Londres, dans une sombre ruelle abandonnée plus précisément, tout près de 2 orphelins qui étaient en train de patauger volontairement dans une flaque de boue. Le cocher resta stoïque, tandis que les chevaux renaclèrent et soufflèrent par leurs naseaux enflammés d'épaisses bouffées blanches. La porte du chariot s'ouvrit tout doucement, et une main revêtue d'un gant blanc nacré se mit alors à agiter ce qui semblait être un sucre d'orge. Les 2 gamins cessèrent toute activité, et happés par la confiserie, s'empressèrent d'aller à la rencontre de cette main providentielle qui leur tendait, chose assez rare, ce précieux cadeau. Installé confortablement à l'arrière du véhicule, un homme d'un certain âge, à l'allure d'un gentleman, affublé d'un très beau costume et d'une longue cape noire ajustée sur de larges épaules, avait esquissé un sourire en coin dès leur approche. L'individu, qui portait également avec une certaine élégance un chapeau haute forme, avait tiré sur le bord de celui-ci, avant de bien vouloir se présenter. « Bonsoir, jeunes gens. Je me nomme Carlo Collodi. » Geppetto adorait emprunter les noms de ses auteurs préférés. Les gamins s'approchèrent encore plus près. Ils se regardèrent l'un l'autre, comme pour se donner du courage. Le plus téméraire des deux, le plus jeune également, avait tenté de saisir avec sa petite menotte tremblante le fameux sucre d'orge. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à le prendre, son détenteur l'avait fait disparaître subitement. « Oups, pas si vite, mon garçon, pas si vite.
Si tu souhaites te délecter de cette délicieuse sucrerie, il va d'abord falloir me rendre un petit service. L'autre gamin, qui venait de flairer la mauvaise affaire, s'était mis à effectuer discrètement des signes de désapprobation en direction de son ami. Puis, s'apercevant que cela ne suffisait pas, il l'avait donc tiré par le col de son chandail, afin qu'il garde ses distances avec cet inconnu. Mais bien trop avide de nourriture pour décliner cette gourmandise, le jeune Cupide avait repoussé celui-ci en lui refilant un coup de coude. Et il s'était accordé un instant pour écouter la requête de l'étranger. Je voyage actuellement avec mon épouse et notre petite fille. Nous nous sommes perdus dans ces bas-fonds oubliés et nous souhaiterions rejoindre le centre-ville. Notre pauvre enfant souffre apparemment d'une méchante fièvre et il nous faut absolument trouver un médecin ou bien elle risque de mourir. Penses-tu pouvoir nous accompagner et nous indiquer la bonne direction à prendre? Frère Geppetto entr'ouvrit la porte du chariot plus amplement, afin que l'enfant puisse constater la présence de sa soi-disant épouse et de celle de sa progéniture. Le garçon put alors apercevoir une bonne femme qui ressemblait à une vieille prostituée. Elle tenait dans ses bras un nouveau-né emmitouflé sous une couverture. Quelque peu rassuré par le fait que l'homme ne soit pas seul, l'orphelin crédule et qui, malgré son jeune âge, connaissait par cœur tous les moindres recoins de la ville, avait accepté de leur venir en aide. Alors monte, mon garçon. Il n'y a pas de temps à perdre. L'avait averti le scélérat. Il avait hésité encore un instant, avant de jeter un dernier regard en faveur de son camarade de rue, qui continuait malgré tout de le mettre en garde. Le gentleman avait donc poursuivi son laïus en abattant toutes ses cartes. Pour ce service, je te donnerai 2 livres sterling, et je t'offrirai un bon repas chaud, ainsi qu'un sac ventru de friandises. Le jeune mendiant avait saisi son offre avec des yeux emplis d'espoir, jusqu'à ce qu'il s'intéresse subitement au mystérieux conducteur qui n'avait pas bougé d'un iota depuis son arrivée. Craignant de perdre à tout instant la prise qu'il venait de ferrer au bout de son hameçon, frère Geppetto continuait de le convertir. Il en va de soi, bien évidemment, qu'après nous avoir montré le chemin qui nous mènera chez un docteur, j'aviserai immédiatement notre cocher de te déposer ici même. Ton ami te retrouvera dans quelques heures. Tu n'as vraiment rien à craindre, mon garçon. Nous sommes des gens honnêtes, mais nous sommes juste désespérés à l'idée de perdre notre unique enfant. Sans se faire prier plus longtemps, il avait saisi la main gantée que l'homme s'enticha de lui tendre, afin qu'elle puisse l'aider à se hisser à l'intérieur. À peine la porte du fiacre s'était-elle refermée derrière lui, qu'on put entendre le cocher venir cingler sauvagement la croupe des chevaux. Plus qu'affolés, les bêtes s'étaient mises à hennir et le chariot avait démarré en trombe. Cette manœuvre machiavélique s'était déroulée sans le moindre cri, sans la moindre larme, sous les yeux inquiets de son ami resté quant à lui en retrait sur le trottoir. Après avoir récupéré des mains du gentleman l'objet de sa convoitise, le jeune malheureux s'était mis à le déguster avec un certain plaisir, et cela malgré les secousses qu'on pouvait ressentir à l'intérieur du véhicule. En effet, le chariot filait tellement vite sur les pavés de la ville que la carlingue tremblait dans tous les sens. Pendant ce laps de temps, le faux couple l'avait curieusement observé, détail qui l'avait plongé dans une sorte de malaise. Même si le duo s'était forcé de temps à autre de lui esquisser quelques sourires, lorsque son regard se voyait trop insistant. Il s'interrogea alors à savoir pour quelle raison il ne l'avait pas encore consulté pour leur indiquer la route. Après avoir englouti entièrement le sucre d'orge, il s'était ensuite redressé de la banquette sur laquelle il était assis, pour se mettre debout, en prenant bien soin de ne pas perdre l'équilibre, afin de se prémunir d'une quelconque chute, pour s'approcher finalement du nourrisson. Doucement, il avait tiré avec ses petits doigts qui sointaient encore le sucre, le bord de la couverture, dissimulant le visage de la petite fille. Cependant, au lieu de découvrir ce qui aurait dû être un véritable enfant, il avait découvert à la place une vulgaire poupée de chiffon. Surpris, il leva aussitôt les yeux vers le portrait rebutant de la mère factice, pour voir apparaître sur celui-ci un large sourire édenté. Ce fut d'ailleurs la dernière image qu'il put apercevoir, car on venait de le plonger dans une semi-obscurité. L'homme avait surgi derrière son dos pour l'emprisonner dans un sac à pommes de terre. Les chevaux avaient ralenti leur course effrénée, pour s'immobiliser et se cabrer définitivement dans la cour de l'adepte. L'homme congédia la catin dont il s'était servi comme appât, après lui avoir remis notamment une bourse pleine de sterling et de quelques grammes d'opiacés. Toujours emballé dans le sac à légumes, le garçon glapissait quant à lui comme un agneau, et s'agitait à l'intérieur comme un jeune lièvre. L'individu lui avait donc refilé quelques coups à hasard, afin qu'il se tienne tranquille, et celui-ci s'était empressé de rejoindre son atelier. La veille au soir, il avait pris le soin de reconduire tous ses domestiques à une semaine de repos. Il était donc libre d'agir comme bon lui semble. Il déposa son butin sur le plancher, au centre d'une étoile rouge à 5 branches, qui
qu'il avait tracé et peint au préalable. Le symbole néo-païen était entouré de quelques bougies. Il avait ensuite libéré le garçon qui commençait à suffoquer et qui pleurait à chaudes larmes. Celui-ci cessa cependant de sangloter lorsqu'il découvrit disposée à ses côtés la petite marionnette. Perplexe, il l'avait d'abord fixée avec de gros yeux, puis il avait tenté de prendre la fuite, en se faufilant entre les jambes de l'initié pour se précipiter vers la porte de sortie, qui était restée par inadvertance entrebâillée. Mais repris in extremis par le propriétaire, il reçut une bonne raclée et s'était vu de nouveau traîner par la tignasse jusque sur le pentagramme. À présent, très chers auditeurs, je me dois de vous avouer que je n'ai pas eu la force et le courage de décrire en détail le processus du transfert. Cependant, pour vous en donner une image approximative, il s'agissait ici d'agressions sexuelles et d'un assassinat par égorgement, le tout édulcoré d'incantations et de rituels sataniques. À l'intérieur de la remise, un vent glacial, inexplicable, avait soufflé et renversé les chandelles installées sur le sol. S'ensuivit de puissants éclairs, qui vinrent illuminer toute la pièce, subitement plongée dans une pénombre inquiétante. La porte et la fenêtre de l'office s'ouvrirent avec fracas, laissant entrer à l'intérieur une pluie diluvienne et un bazar infernal. Frère Geppetto avait laissé choir le petit garçon dans la mare de sang qui se trouvait à ses pieds, et s'intéressa expressivement à la marionnette qui lui semblait aussi vivante qu'une coquille vide. Tout tremblant, il l'avait prise dans ses mains pour la suspendre à quelques centimètres de son visage blafard. Il se mit à la secouer nerveusement en espérant une quelconque réaction, mais le pantin était resté de marbre, absent de toute étincelle de vie. Je ne comprends pas. Ça devrait pourtant fonctionner. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Stronzo de marionnette. Il sombrint un instant dans ses propres désillusions, avant d'admettre à contre-cœur qu'il venait d'échouer. Il s'apprêtait à baisser les bras, lorsque soudainement la petite marionnette s'était mise à convulser, si bien que l'homme eut du mal à la contenir entre ses mains. De petits cris étouffés, sûrement dus à sa cage thoracique en coton, s'échappèrent difficilement d'entre ses lèvres. Il n'en croyait pas ses yeux, elle semblait prendre vie. Très vite, des larmes de crocodile s'étaient mises à glisser le long de ses joues creusées. Jubilant de joie et nu comme un ver de terre, il avait alors partagé une valse avec elle. J'ai réussi, Seigneur des Ténèbres. J'ai réussi.